Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et avant de commencer, je voudrais que vous méditiez cette phrase mystique de Tintin à Indiana Jones, tous les héros roulent en sidecar. C'est ça. Je suis avec Jean-Vincent Burdet. Jean-Vincent, tu es fabricant de sidecar et tu as repris à ton compte une marque française historique qui est les sidecars Précision. Absolument. Parle-nous un peu de cette marque qui remonte, d'après les sources, qui sont un peu floues parce que tout a un peu disparu au fond d'un trou dont on a perdu la clé de la cave. C'est un peu ça. Ça remonte à 1935, à peu près. En gros, c'est ça. C'est qu'on a des archives qui montrent... bon, déjà, c'est une marque de sidecar français, de l'Île-de-France, parisienne, puis après dans le 92 et ainsi de suite. Mais c'est une marque qu'on peut dater autour de 1935. Donc on a statué 1935. D'accord. Voilà. On va rappeler quelque chose, c'est qu'en fait, entre les deux guerres, l'accès à la voiture individuelle, il est encore réservé un peu à une élite. On n'est pas dans ces grands plans industriels de motorisation des masses populaires, tu vois, avec la 2 chevaux, la Dauphine, la Fiat 500, la Mini, la Coccinelle, selon les pays. Et en fait, moi, mon père me racontait que que mon grand-père, tu avais un sidecar, tu mettais les 3 enfants, le chien, la grand-mère, et puis c'était le véhicule familial, en fait. C'était ça. Voilà. Ouais, c'était vraiment un véhicule populaire. Alors, les choses ont changé comme... parce que les temps changent. De Gaulle est mort. De Gaulle, non. Mais quand? Non, parce que les choses changent, évidemment, mais c'était à la base, je pense que dès que la moto a été créée, l'idée de pouvoir se mettre un peu de place et de pouvoir emmener un peu de monde, ou alors du matériel agricole, ou simplement se déplacer en chargeant pour les livreurs de journaux, exactement. Lait, etc. Ça, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a notamment sur les sidecars Précision, parce que les livreurs de journaux parisiens utilisaient des Précisions. Forcément, ça accompagnait l'histoire de la moto. Le sidecar est né quasi en même temps, quoi. D'accord. Donc en fait, le sidecar, tu m'as dit, c'est 1890, c'est le début. C'est dès le début à peu près de la moto, donc c'est difficile de dater vraiment le premier qui a eu l'idée. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'idée, c'était pas de se focaliser absolument sur un sidecar tel qu'on le voit aujourd'hui, comme un objet iconique, assez marrant, qu'on voit dans plein de dessins animés et autres. Non, le sidecar, c'était voilà, on a une moto, donc on a un truc pour se déplacer un peu moins difficilement qu'en vélo. Paf. Hop, et on peut gagner de la place, et puis après ça aboutit à une voiture, et puis on passe à autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de Précision ? Précision, c'est une marque qui est fondée par Victor Bastide. Donc c'est un monsieur qui travaillait avec son père, qui lui avait une officine de vélo à l'époque, et qui va en Allemagne, qui voit... Alors l'histoire dit qu'il voudrait importer des BM et finalement il voit des Hyundai. Enfin bon, on ne sait pas trop vraiment le fin mot de l'histoire. Quoi qu'il en soit, il revient et sous licence, il fabrique des sidecars Stoy. Lui, rapidement, il se creuse la tête et il crée un châssis, le châssis Précision. Parce que l'avancée technique vraiment chez Précision, c'était pas tant la nacelle, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la nacelle ou une caisse, enfin t'appelles ça comme tu veux. Oui, ce que tu m'as dit, il n'y a pas 1000 façons de faire une nacelle de sidecar. En gros, globalement, tu mets un mec assis, tu mets la place pour les pieds. Exactement, il y a deux choses principales. C'est que la première, il n'y a aucune soudure sur un Précision. C'est que c'est serti en fait. On ira tout à l'heure voir comment, parce que c'est de l'artisanat, monsieur, dame. C'est fait à la main avec des machines. Vous avez les outils d'époque. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est magique. Les outils d'époque. Donc, c'est serti. Et donc, tu disais, l'avancée technique, c'est pas la caisse, c'est la suspension. Lui, la pierre qu'il apporte à l'ouvrage, en fait, Précision, c'est vraiment son châssis. Et donc, il arrive avec un châssis qui est suspendu, plus confortable. Le caoutchouc arrive, donc on est sur la folie, en fait, des suspensions en caoutchouc. Et puis, il invente un système où on règle ses attaches en roulant. Ça me paraît un peu Shadok, ça. Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il suffit de la sécurité. Tu roules et tu règles ton tirant, ta chasse. Exactement. Enfin, ça, c'était un de ses arguments de vente avec des très belles pubs. Vous roulez sur du billard, roulez Précision. Enfin, voilà, des choses assez marrantes. Le sidecar des champions, le champion des sidecars. Enfin, bref, on est vraiment dans ces années-là. Et puis rapidement, il devient plus sous licence Toy, ça devient Précision Sidecar, vu que son châssis est une avancée technique, il a la nacelle, il a son logo, et ça devient Précision. Joli logo, moi il me plaît beaucoup ce logo Précision. C'est assez... Je le trouve classe, il y a un côté, je sais pas, intemporel, historique, patrimonial. Et puis là on voit, on est dans l'avancée technique, c'est-à-dire que si tu veux, le fait d'avoir un micromètre comme ça, c'était vraiment aussi peut-être une avancée technique pour l'époque, donc c'était vraiment Précision, on rentre sur quelque chose...
c'était iconique, voilà. L'âge d'or de précision. Aujourd'hui, tu m'as dit, il y a 6 fabricants de sidecars en France. Vous êtes, et de loin, le premier en termes de volume, parce que vous avez choisi d'avoir le créneau du sidecar classique à grande roue, qui est un créneau, moi je trouve ça... D'autres le font très bien aussi, hein. Oui, tu oui, sais, sûr, on n'a pas... Nous, dans notre fonctionnement, on n'est pas mieux ou moins bien, chacun a un petit peu son secteur. Moi, tu m'as dit, je viens avec une Panigale V4, tu refuseras de me l'atteler. C'est ça, enfin, nous, aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font bien mieux que nous, et nous, on ne saura pas faire ça. Ouais. Toujours est-il que donc, vous êtes sur ce créneau-là et que vous êtes aujourd'hui les premiers fabricants de sidecars en France. C'est quoi l'âge d'or de précision? C'est les années 30, 40, 50? C'est difficile à dire parce qu'on a perdu toutes les archives, mais je pense que autour des années 50, parce que j'ai des fois des témoignages de clients qui viennent, qui ont été apprentis chez Murit, je parle de personnes qui ont 65, 75 ans même peut-être, vraiment sur cette tranche d'âge, qui ont des souvenirs quand ils avaient 16 ans, 17 ans, donc autant dire que c'est un peu déformé. Mais j'entends parler de 50 nacelles entassées pour notamment les livreurs de journaux, pour la police. Et évidemment, la police française a eu des sidecars précision sur des séries 2. Donc, difficile de cibler, je dirais, c'est plutôt entre 50 et 60. En tout cas, c'est l'image qu'on a parce que les livreurs de journaux, en tout cas dans la région parisienne et à Paris même, le sidecar précision, c'est un sidecar plutôt prolétaire et de livreurs de journaux. D'accord. Voilà. Alors, ils ont essayé de se diversifier sur la fin. Moi, j'ai les souvenirs. Je crois que le Tour de France moto a été remporté en catégorie sidecar par un 500TX avec une caisse Espadon en fibre, possible, qui était faite par Précision, qui était une caisse un peu carrée, qui n'avait rien à voir avec ce côté complètement. joli, façon étrave de bateau. Dans le sidecar, je pense que fin 60, début 70, ça arrive. C'est un peu aussi l'histoire d'un ancien monde et du nouveau monde. Les Japonais arrivent avec une autre vision de la moto, toutes les marques européennes déclinent, et donc on est moins dans une moto classique. Voilà, on est sur une moto performante. Et ils se grattent la tête 3 minutes, ils se disent voilà, la fibre de verre aussi arrive et est performante. Donc, et hop, ils pondent l'Espadon, qui était un modèle qui reste assez joli, mais c'est toujours pareil. Peut-être à l'époque c'était trop moderne. Puis aujourd'hui, c'est tellement atypique que ça en devient joli, enfin en tout cas iconique. Bon, ça a été un flop globalement commercial. Ça n'a pas suffi à relancer l'intérêt, mais je dirais c'est tous les sidecars classiques se sont un peu effondrés de fin 70 à mi-90. C'était pas trop ces 20 ans-là. Alors vous avez repris donc la marque Précision, qui est votre marque. Elle était tenue par un monsieur qui commençait à être âgé. Raconte-moi un peu son rapport et comment vous avez réussi à le séduire pour récupérer cette marque. Déjà, on ne séduit pas Daniel. C'est Daniel qui vous choisit déjà, premièrement. Daniel André, c'est ça, Daniel André, un monsieur du Nord. Absolument. Donc un peu bourru, un peu tout ça. Oui, alors oui, de prime abord, mais en vrai, avec un vrai cœur d'heure. Je dis pas ça, c'est vraiment. On a eu la chance. Déjà dans l'histoire Précision, il y a que 3 propriétaires, donc il y a Bastide qui fonde ça, Murit qui reprend ça. Murit, le fameux Jean Murit, que moi je lisais dans les pubs Motojournal dans les années 80. Clairement. Okay. Ils reprennent ça jusqu'à 86. 86, c'est un monsieur qui est l'ami de Daniel André, Benoît, rachète la marque. Un an plus tard, rencontre Daniel. Daniel, ensemble, il les fabrique vraiment, et il déménage à Seclin, donc dans la banlieue lilloise, la métropole lilloise, c'est comme ça qu'on dit. Et donc à Seclin, ça faisait presque 30 ans qu'il les fabriquait. Donc Daniel a une part plus qu'importante dans ce qui est Précision. Et d'ailleurs, l'Aiglon, le modèle que vous voyez là, c'est une création de Daniel. C'est-à-dire que lui décide de retirer le coffre de la forme historique et de faire un coffre plus fuselé. Et ça, c'est le modèle de Daniel. Donc on a conservé l'avant, mais l'Aiglon, c'est lui qui l'a dessiné. D'accord, avec cette forme un peu de torpedo fuselé. Mais complètement. Donc on a gardé l'avant, mais l'arrière est vraiment un peu plus sport dans l'idée. Et donc c'est pour ça que Daniel a une part importante dans l'histoire de Précision, même si lui vous le dira jamais. Et puis on a eu déjà Daniel nous les fabriquait parce que nous on est fabricant de sidecars, mais on avait des sidecars en fibre principalement, et puis on proposait pour nos motos classiques des nacelles que Daniel nous fabriquait. D'accord. Et arrivé à un moment, passé 70 ans, il était question de passer la main. Nous, évidemment, ayons cet historique avec lui, vu qu'il nous les fabriquait. On s'est proposé, l'affaire a été entendue, et surtout, on a passé presque une bonne année à monter chez lui les lundis. Ils nous ont accueillis avec sa femme Evelyne comme des gendres à la maison, et ils nous ont tout appris.
Parce que comme c'est de l'artisanat, ils vous ont appris les gestes, les outils, Ah mais complètement. Alors déjà, on verra ça après. On va monter à l'atelier pour voir comment c'est fait. Premièrement, c'est ça. C'est déjà comprendre ce qu'on faisait, comment les outils sans lesquels on ne peut pas les fabriquer, et puis toutes les étapes. Là-dessus, Daniel a été et encore de bons conseils. Quand on bloque un peu sur une situation, un petit coup de téléphone et il nous dépanne tout ça. Et puis, pour ceux qui connaissent pas Daniel André dans le monde du sidecar, en tout cas en France, ça a été un nom assez important. Et puis, comme c'est un personnage attachant et un personnage qui a son caractère, il est forcément, ça faisait 30 ans qu'il est fabriqué, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport charnel vraiment avec le side. Quelle est la clientèle aujourd'hui d'un sidecar classique, Précision? Est-ce que le nom est encore évocateur auprès de la clientèle? Est-ce que le fait que ce soit de l'artisanat, de la tradition française, ça parle? Quelle est la démarche de quelqu'un qui veut s'atteler une jolie Triomphe comme la noire ou la blanche sur laquelle je suis? Là, en fait, si tu veux, on sent qu'il y a un glissement un petit peu dans la catégorie en fait des clients qui se tournent vers le sidecar. Il y a eu depuis quelques années, alors les Oural avaient fait ça depuis 20 ans maintenant, c'est-à-dire amener une nouvelle population qui s'était jamais posé la question de rouler en sidecar. On a avancé vers, je dirais, un produit grand public quelque part. Et donc ça a amené à tout un tas de clientèle à se poser la question de tiens, je veux un bel objet, je veux un sidecar qui a un peu d'histoire, qui est un peu sympa, qui a une gueule incomparable et puis surtout qui a une finition à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a Précision Sidecar, c'est un sidecar français. Ça, c'est aussi important pour beaucoup de nos clients. Et puis, ça permet en fait de lier la volonté de rouler facilement aussi en sidecar, parce que la solution de châssis qui, nous, n'est pas celle d'antan, c'est notre solution de châssis, elle est vraiment adaptée pour que ce soit assez agréable et facile à conduire, en tout cas de prise en main. Donc on est moins du côté élitiste qu'on entendait dans les années 60, 70, 80, où fallait être un roi de la route, un aigle de la route pour pouvoir rouler en sidecar. Là, on a simplifié un petit peu la prise en main et on a un bel objet. Et donc, du coup, l'alliance des deux fait qu'on a une clientèle qui possède en général 1 à 2, 3 motos et qui veulent un sidecar, qui laisse d'ailleurs tout le temps en sidecar parce qu'ils pourraient le démonter et rouler en solo, mais parce que nous, on les homologue solo sidecar. Les 3/4 du temps, ils les gardent en sidecar. Et dans cette clientèle, on a 20% de gros rouleurs qui font vraiment des grands voyages. Je pense au Japon, je pense à l'Arménie, je pense là les prochains partent faire le tour des US. Donc on a des gros rouleurs. On a un bon 60% de personnes qui sont de la belle balade, 2-3 fois par an pour se faire plaisir, mais sur des temps courts avec pas mal de kilomètres. Et puis, on a les derniers 20% qui veulent juste un bel objet et qui ont un bel objet. D'accord. Bon, ce bel objet, on va aller monter à l'étage, Vincent, avec ton associé Vivien. Et vous allez nous raconter un petit peu comment on part d'une feuille d'aluminium, de tôle, de quoi? D'acier, une feuille d'acier, mais ça peut marcher avec de l'aluminium aussi. Une feuille d'acier, toute plate, toute vide, et puis qu'on arrive à cet engin historique. Un beau sidecar. Un beau sidecar. Merci en tout cas pour ces explications. Ça roule. Donc en fait, le joli sidecar Précision dans lequel j'étais tout à l'heure, à côté de la Triomphe blanche, en fait, au départ, c'est une feuille d'acier qui est ici. Et Vivien, en fait, en gros, il y a 3 grandes étapes essentielles qui font que de cette feuille, on arrive au panier, à la nacelle, à côté de laquelle j'étais tout à l'heure. Raconte-nous ces 3 étapes. En gros, il faut voir le truc un peu comme de la couture. C'est-à-dire que tu prends ta feuille et tu poses des patrons dessus qui permettent de découper toutes tes formes. Tu les travailles, tu les sculptes en gros. Et après, tu les assembles, tu les sertis, et ça donne la nacelle. Tu nous montres ces différentes étapes? Les patrons, les gabarits, c'est quoi, par exemple? Alors, les gabarits sont là. Alors ça, c'est du gabarit qui a été fait par Monsieur Précision en 1935. C'est des trucs originels. Tu vois, ceux qui sont bien rouillés, c'est ceux de l'époque. Après, t'en as qui ont été refaits parce qu'usés, parce qu'abîmés. T'en as qui sont des créations, parce que t'as des nouveaux modèles qu'on a sortis. Mais ceux que tu vois bien rouillés, c'est les mêmes depuis 1930. C'est un côté Gepetto, tu vois, le menuisier à l'ancienne. Je trouve ça touchant, en fait. C'est carrément cool. Donc on prend les gabarits, tu les poses sur la feuille, sur la table. Puis tu traces, tu découpes. Et après tu crées tout ce qu'on voit là. Donc les bordurages pour rigidifier les grands panneaux de tôle. D'accord. La petite bordure qui est sur le tour qui va nous permettre de... Cette pièce-là, c'est quoi? C'est le plancher? C'est le fond, d'accord. Et le fait de faire ces petits ourlets comme ça rigidifie le truc. D'accord, ok.
Donc tu as la petite bordure sur le côté qui va nous permettre après de les accrocher les uns avec les autres. Ouais. Et puis voilà. Et ensuite, une fois que tu as tes différents panneaux, tu assembles. Voilà. Donc là, tu as le fond qui commence à être fixé avec les côtés. Après, on va accrocher les deux côtés ensemble au milieu. Puis après, tu fais le cul. D'accord. Et donc tout ça, ça se fait à la main avec... T'as les outils d'époque? Ouais. Montre comment... Pas mal de trucs. On a... Donc ça sert à quoi en fait? Tu mets une feuille comme ça? Ça, tu mets la feuille dedans là. Ouais. Et ça te ressort ce pli. D'accord. Et ça, c'est un outil qui date de quand? Bah, de 1935, par là, quoi. Ah ouais, on est vraiment... c'est celui de l'époque. C'est vraiment de l'artisanat d'époque. C'est un outil fait sur mesure, parce que... Qui a été bricolé, réparé. D'accord. T'as pas ça chez Monsieur Bricolage, quoi. Non, tu le trouves pas à Casto. Tu le trouves pas à Casto. Et ça, c'est pareil, cette poignée-là, ça sert à quoi, ça? Ça, c'est le tas, parce qu'une fois que tu as fait ton premier passage, tes premiers passages, après, tu sculptes tout au marteau. Tu as besoin de redonner un angle précis au marteau. Ouais. Donc, tu as le tas qui va avec, et puis c'est le tas d'époque. D'accord. On n'en a pas acheté un neuf, on a pris celui de l'époque. D'accord. Et puis, tu as des trucs marrants, tu as des outils avec des pinces. Tu te dis, tiens, on se croirait chez le dentiste des années 20, on n'a pas envie, tu vois. D'accord. Mais voilà, on a des pinces vraiment atypiques, donc ça va à sortir tout ça. D'accord. Donc il n'y a pas de soudure sur une nacelle précision. Il n'y a aucune soudure. C'est que du sertissage. C'est serti. Donc c'est de la baguette d'alu. Je t'ai sorti un petit bout là. C'est intéressant. C'est de la baguette d'alu. Ouais. T'as une tôle d'un côté, une tôle de l'autre. Oui. Et après, avec une vieille sertisseuse. Oui, qui est ici, c'est ça. Ouais. On vient écraser l'alu, ça pince le tout. C'est serti, ça bouge plus. D'accord. Combien d'heures de travail pour partir de cette feuille d'acier à cette nacelle là qui est là, qui est posée, qui est quasiment finie avant d'aller en peinture, etc. Beaucoup trop. Oui. C'est un peu dur à dire. Des dizaines, des centaines. Ouais, des dizaines. Des dizaines d'heures de travail. Des dizaines. Ouais, parce qu'il y a les jours où ça va bien, les jours où ça va moins bien déjà. Ouais. Et puis il y a toujours le truc où c'est de la tôle, quoi. Donc faut la former, hein. Il faut y aller, faut un peu d'énergie, quoi. Un peu d'énergie, faut être motivé parce que le tube il se laisse pas centrer tout seul, parce que voilà. D'accord. Voilà. Une fois qu'on arrive à cette nacelle qui est posée là, il y a encore d'autres process qui sont l'anticorrosion, la peinture, le montage sur le cadre. C'est ça. Ça représente encore combien de jours de travail pour vous? C'est pareil, c'est dur à dire. Alors là, c'est encore plus... En fait, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de process industriel. En fait, tout est fait... Nous, en vrai, on est sur un truc où on fait des nacelles qui sont toutes les mêmes, on va dire, mais elles finissent toutes différentes. Ouais. La fin est toujours... Il n'y en a pas eu deux pareilles. Ouais. Parce qu'il y a déjà la peinture qui sera différente. Il y a l'équipement que le client veut à l'intérieur. Ouais, la finition. Je veux une barre de maintien, je veux une poignée. Donc du coup, si tu veux une poignée, il faut que je prévoie de la fixer. Donc tu vois, sur la fabrication, déjà, j'ai une étape que j'ai pas si c'est pas une poignée. Voilà. Il y a plein de variations en fonction de ce qu'on veut. On fait du sur-mesure, quoi. Donc quand c'est sur mesure, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça prend plus ou moins de temps. C'est quoi la plus grande difficulté en fait dans ces étapes-là? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie, le plus de détermination? J'ai envie de te dire, ce qui est le plus dur, je pense, c'est pour le mec qui est à côté. Parce que quand c'est la journée à taper du marteau, c'est brillant. Quand c'est toi qui as le marteau dans la main, t'as mal à la tête, mais ça va. Quand c'est le mec qui est à côté, qui est en train de faire autre chose, lui, il en a marre. Et qui c'est qui tape, c'est toi ou c'est Jean Vincent? À tour de rôle. À tour de rôle. On se pourrit la tête à tour de rôle. D'accord. Et la plus grande satisfaction, c'est quoi? C'est quand c'est fini, que le client vient, c'est voilà, c'est le sourire du client. Le sourire du client. Ouais. Le truc quand il est tout fini, qu'il est tout beau et que t'as tout bien fait, c'est bien. D'accord. Il y a des petits kiffs hein, quand on se dit ça, je le fais du premier coup, ça marche, et que ça marche. C'est déjà, tu vois. La machine de torture là qui est derrière Fred, merci Fred à la caméra, ça sert à faire avouer, ça sert à faire payer des clients récalcitrants ou c'est non, c'est quoi? Parce que ça fait peur quand même ça un peu. C'est la cintreuse historique, donc des années 30. Des années 30. Qui a déménagé donc du coup 3 ou 4 fois. Ouais. Qui nous permet de cintrer le tube qui vient fermer l'habitacle. D'accord. Okay. Donc c'est un peu particulier parce que c'est un tube qui est fendu. Oui. Parce qu'on a besoin du coup que les tôles viennent s'encastrer dedans. Et cintrer un tube fendu, c'est pas, comment dire, c'est pas évident. J'ai jamais essayé. Voilà, déjà cintrer un tube. Cintrer les bananes encore j'y arrive, alors cintrer un tube fendu, je sais pas. Ouais.
Donc voilà, elle a ses particularités. Elle est capricieuse, des fois elle fait des beaux tubes, des fois elle fait des moins beaux tubes, et puis c'est toujours de ma faute. Et ça c'est pareil, voilà. C'est les années 30 quoi. Ouais. Voilà, moi je trouve ça particulièrement émouvant. Dites-nous si c'est cool d'avoir des jeunes comme eux qui font vivre encore le patrimoine de la moto française, monsieur, dame. C'est important. Cool. Dites-nous ce que vous pensez des Saphir. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci Vivien, merci Jean Vincent de votre accueil. Vive la moto, vive le sidecar. Soyez prudents. Bisous sur le casque et à bientôt pour une autre émission sur la chaîne de Moto Magazine.